Le bureau de Raphaël Montero se trouvait au 32e étage d'un immeuble aux façades de miroirs, en plein centre de São Paulo. De là-haut, les gens ressemblaient à des fourmis, et c'est peut-être ainsi qu'il les voyait. Non par cruauté, mais par habitude. À force de passer des années à contempler le monde d'en haut, on finit par oublier à quoi ressemble le sol. Ce mardi matin-là, il signait des contrats, répondait à des messages laconiques et buvait son 3e café sans même y goûter. Il avait 36 ans, une fortune à 9 chiffres et un appartement en triplex où il dormait seul chaque nuit. Il y avait des employés, des chauffeurs, des assistants, il y avait des femmes qui apparaissaient au dîner et disparaissaient avant le petit déjeuner. Il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter et rien qu'il ne sût demander. C'est alors que la réceptionniste a appelé, d'une voix hésitante, pour dire qu'une femme se trouvait à l'accueil. Une femme simple, vêtue de vêtements usés, tenant un bébé dans ses bras. Elle a dit qu'elle avait besoin de lui parler, que c'était urgent, qu'elle ne partirait pas avant qu'il ne l'ait reçu. Raphaël faillit ordonner à la sécurité de l'évacuer. Il faillit. Mais un détail de la description, une femme âgée et maigre avec un bébé emmailloté dans une couverture bleu clair, le figea en plein vol avant qu'il ne puisse donner l'ordre. Il ne sut dire pourquoi. « Dis-lui de monter », dit-il, et il retourna à sa chaise, agacé contre lui-même. La porte du bureau s'ouvrit 5 minutes plus tard. La femme entra lentement, comme si elle pénétrait en territoire inconnu. Son visage était marqué par des rides, témoin non seulement de l'âge, mais aussi d'une vie difficile. Ses yeux bruns étaient rouges, mais secs, comme si elle avait déjà versé toutes les larmes de son corps. Sur ses genoux, le bébé dormait, insouciant du monde, ses petits doigts crispés sur le bord de la couverture. Raphaël se tenait derrière la table, sans s'approcher. Il regardait la femme avec l'impatience polie de quelqu'un habitué aux demandes d'argent. « Madame, vous avez 2 minutes, dit-il. » La femme ne se laissa pas intimider. Elle releva le menton, non pas avec arrogance, mais avec la fermeté de quelqu'un qui porte une mission qui la dépasse. Il fit un pas en avant et dit d'une voix rauque, presque murmurée, « Ce bébé est le vôtre. Sa mère est morte. Elle est morte en me suppliant de vous chercher. » L'atmosphère du bureau sembla s'alourdir. Raphaël sentit les mots le frapper de plein fouet. Il ne put répondre immédiatement. Son regard glissa vers le bébé, puis revint à la femme, avant de se poser à nouveau sur le bébé. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. « Je m'appelle Donna Teresa, » poursuivit-elle. « Je me suis occupée de Camila ces derniers mois. Elle vivait dans une chambre louée près du marché municipal. Elle travaillait comme cuisinière jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se tenir debout. Elle n'a jamais rien demandé à personne. Jamais. Mais avant de fermer les yeux pour la dernière fois, elle m'a pris la main et m'a dit « Trouve Raphaël, dis-lui que l'enfant est de lui. Dis-lui que je n'ai jamais voulu m'immiscer dans sa vie. Mais cet enfant mérite un père. » Raphaël s'appuya sur la table. Ses jambes semblaient avoir oublié comment le soutenir. Camila. Ce nom réveilla en lui une blessure qu'il croyait enfouie à jamais. Camila aux yeux sombres, Camila qui riait de choses futiles, Camila qui préparait le café comme un rituel sacré, Camila qu'il avait rencontrée un soir de pluie, dans un petit restaurant de l'est de la ville, où il était entré par erreur, le GPS l'ayant mal indiqué. Elle était la cuisinière, il était le client égaré. Et pendant 3 mois, ils vécurent quelque chose qu'il ne sut jamais nommer, ni avant ni après. Il se souvenait de l'odeur du cumin sur ses mains, de la façon dont elle attachait ses cheveux avec un vieux élastique en cuisinant, de son regard posé sur lui, sans hâte, sans surprise, sans la vénération forcée que tous les autres affichaient en découvrant qui il était. Camila n'était pas impressionnée par les noms de famille, ni les cartes de crédit. Et c'était peut-être précisément ce qui l'effrayait. Au bout de 3 mois, Raphaël fit comme toujours. Il disparut. Sans dispute, sans explication, il cessa simplement de se montrer. Il changea de numéro, changea le cours de ses journées, et quand la culpabilité le rongeait, car elle le rongeait toujours, il se persuada d'avoir agi au mieux pour eux deux, que leur monde était incompatible, qu'elle méritait quelqu'un de plus présent, de plus disponible. C'était plus facile à croire qu'à admettre qu'il avait peur d'être vraiment vu, peur que cette femme simple et honnête découvre qu'au fond, il était loin d'être ce qu'il paraissait. Et maintenant, elle était morte, et il s'accrochait au bord de la table comme s'il s'agissait du bord d'un précipice. Doña Teresa poursuivit son récit, d'une voix posée et sereine. Elle raconta que Camila avait découvert sa grossesse des semaines après la disparition de Raphaël. Qu'elle avait essayé de le retrouver, mais qu'elle ignorait son nom de famille complet et son adresse exacte. Il avait toujours été vague sur sa vie, une habitude qu'il avait cultivée pour ne s'attacher à personne. Camila travailla jusqu'au 7e mois, économisant le moindre sou. Elle ne se plaignit jamais, elle ne blâma jamais personne. À la naissance du bébé, elle le nomma Miguel, car cela signifiait
qui est comme Dieu, et elle croyait que Dieu prendrait soin de ce qu'elle ne pouvait pas. Mais l'accouchement fut difficile. Il y eut des complications. Et Camilla, déjà affaiblie, qui mangeait de moins en moins pour que le bébé puisse se nourrir davantage, n'a pas tenu le coup. Les médecins ont fait tout leur possible. Elle a tenu 11 jours de plus. Ces derniers jours, j'avais du mal à ouvrir les yeux. Mais chaque fois que je me réveillais, mon premier réflexe était de tourner la tête vers le berceau improvisé à côté du lit et de vérifier si Miguel était là. Et mon second réflexe était de répéter à Doña Teresa « Retrouve son père, promets-le-moi ». Doña Teresa l'a promis, et il lui fallut 43 jours pour tenir sa promesse. 43 jours à frapper aux portes, à demander, à chercher un homme qu'elle ne connaissait que par son prénom et par son visage, sur un vieux téléphone portable. Une photo que Camilla avait conservée comme un trésor. Doña Teresa n'avait pas d'argent pour le bus tous les jours. Elle marchait, parfois avec le bébé dans les bras, sous le soleil, sous la pluie. Elle demandait dans les restaurants, dans les immeubles commerciaux, aux concierges. Jusqu'à ce qu'une jeune femme, dans une boulangerie, reconnaisse le visage sur la photo et dise « C'est Rafael Montero, l'homme d'affaires. Il a un bureau dans cet immeuble au miroir, là-bas. » Et Doña Teresa est arrivée. Raphaël s'assit. Il ne lui demanda rien. Il ne demanda pas de test ADN. Il n'appela pas d'avocat. Il contempla le bébé endormi et reconnut, dans le contour de ce petit visage, la forme de ses propres yeux. Il reconnut dans les lèvres la courbe qu'il voyait chaque matin dans le miroir, et il sentit quelque chose se briser en lui, non pas dans un fracas, mais dans le craquement lent, comme la glace qui fond après un hiver interminable. Il étendit les bras. Doña Teresa hésita un instant. Elle le regarda d'un regard à la fois protecteur et plein d'espoir. Puis, avec précaution, elle déposa Miguel dans les bras de son père. Le bébé remua, émit un petit son, presque un soupir, et se rendormit. Raphaël resta là longtemps. Le bureau tout entier semblait avoir disparu. Les contrats, les écrans, la ville en contrebas. Il ne restait plus que la légèreté du poids dans ses bras et le doux parfum de talc et de lait. Il ne pleura pas tout de suite, mais ses yeux s'emplirent de larmes comme il n'en avait plus ressenti depuis l'enfance, avant d'apprendre que les hommes comme lui ne devaient pas montrer de faiblesse. Doña Teresa déposa un sac en plastique transparent sur la table. À l'intérieur se trouvaient des vêtements de rechange pour le bébé, un biberon, un certificat de naissance et une enveloppe. Dans l'enveloppe, une lettre. L'écriture était irrégulière, faible, comme celle de quelqu'un qui avait du mal à tenir un stylo. Raphaël ouvrit la lettre, après le départ de Doña Teresa, suite à son insistance pour qu'elle accepte l'argent, et à ses 2 refus, avant qu'elle n'accepte finalement juste assez pour payer le loyer en retard. Il lut les mots de Camilla seule, le bébé toujours dans les bras. Elle ne l'accusa de rien, elle ne s'excusa pas, elle ne le supplia pas. La lettre était courte et disait quelque chose qu'il relut tant de fois que les lettres en étaient illisibles. « Je ne t'ai jamais détesté pour être parti. Je voulais juste que tu saches qu'il y avait quelqu'un qui t'aimait sans rien attendre en retour. Et maintenant, il y a quelqu'un qui t'aimera ainsi pour toujours, si tu le laisses faire. Prends soin de lui, Raphaël. Non pas parce que je te le demande, mais parce qu'il est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie, et la plus belle partie de toi aussi. » Il ne ferma pas l'œil de la nuit, ni celui de la suivante. Il resta dans l'immense appartement avec ce petit bébé, cherchant comment réchauffer un biberon, changer une couche, tenir un enfant sans lui faire mal. Il appela sa mère, à qui il parlait à peine, et elle arriva de Campinas par le premier vol, sans poser de questions, sans porter de jugement, juste avec une valise et l'état d'esprit de quelqu'un qui avait attendu des années avant de pouvoir être à nouveau utile. Les jours suivants, Raphaël annula ses réunions. Il éteignit son téléphone portable professionnel. Il envoya de courts messages à ses associés, expliquant qu'il avait besoin de temps. Personne ne comprit. Il n'avait jamais eu besoin de temps pour autre chose que le travail. Mais il lui arrivait quelque chose qu'il ne pouvait expliquer même à lui-même. Chaque fois que Miguel ouvrait les yeux, sombres comme ceux de sa mère, Raphaël avait l'impression que l'on soulevait les rideaux d'une pièce restée close pendant des années. La lumière entrait lentement, et c'était douloureux, mais il ne voulait pas les refermer. Il retourna dans le quartier où habitait Camilla. Il entra dans la chambre louée. Il y trouva un lit étroit, une cuisine trop propre pour sa taille, une plaque de cuisson à 2 feux. Dans un coin, une boîte en carton remplie de vêtements de bébé. Tous achetés dans une friperie, tous lavés et pliés avec le soin d'une personne qui n'a pas grand-chose, mais qui chérit ses maigres possessions comme s'il s'agissait d'or. Il y avait aussi un carnet. Camilla y consignait les jours de sa grossesse, les coups de pied du bébé, les recettes qu'elle avait inventées pour économiser, les prénoms qu'elle avait envisagés, et, sur plusieurs pages, de courtes phrases à propos de Raphaël,
Non pas amer, nostalgique, comme si l'on écrivait sur une saison passée trop vite. Raphaël ferma son carnet et resta longtemps assis sur son lit, écoutant les bruits du quartier par la fenêtre, des enfants qui jouaient, une radio qui diffusait de la musique country, une moto qui passait. Des bruits qu'il n'avait jamais remarqués lorsqu'il habitait tout près, pendant les 3 mois où il avait fait semblant d'être quelqu'un de plus simple. Il n'était plus celui qu'il avait été. Il ignorait encore qui il devenait, mais il savait qu'il ne pouvait plus vivre en dominant le monde sans en ressentir le poids. Les semaines suivantes, il partit à la recherche de Doña Teresa. Elle vivait seule dans une arrière-salle d'une maison à Itaim Paulista, survivant grâce à une pension qui couvrait à peine ses factures d'électricité et d'eau. Âgée de 71 ans, elle souffrait d'arthrite au genou, ce qui la ralentissait dans ses déplacements. Malgré cela, il avait traversé toute la ville à pied, un bébé dans les bras, pour tenir une promesse faite à une femme qui n'avait aucun lien de parenté avec lui. Raphaël lui demanda pourquoi elle avait fait cela. Donna Teresa le regarda simplement et répondit « Parce qu'elle me l'a demandé. Et quand une personne mourante vous demande quelque chose, vous le faites. Ce n'est pas une faveur, c'est du respect. » Il voulait reloger Doña Teresa dans un appartement plus convenable. Elle refusa. Elle disait aimer son logement, connaître ses voisins et que le boulanger lui gardait du pain tous les jours. Mais elle accepta, avec une certaine réticence, de venir voir le garçon chaque semaine. Et lors de ses visites, elle s'asseyait sur le canapé du triplex, avec la même aisance que sur le tabouret de la cuisine chez elle, tenait Miguel sur ses genoux et fredonnait des chansons que Raphaël n'avait jamais entendues, de vieilles berceuses, de celles qu'on ne trouve sur aucune application musicale. Miguel grandissait, et chaque semaine, Raphaël reconnaissait davantage Camila en lui, la façon dont il penchait la tête quand quelque chose attirait son attention, le calme dans son regard, le sourire qui apparaissait lentement, comme s'il attendait une permission. Et Raphaël, qui n'avait jamais été père, qui n'avait jamais envisagé de l'être, qui pensait que la paternité était une responsabilité qu'il pouvait déléguer comme il le faisait pour tout le reste dans la vie, découvrit qu'il est impossible de déléguer quand un bébé pleure à 3 heures du matin et ne se calme que contre sa poitrine. Il découvrit que prendre soin de quelqu'un exige la seule chose que l'argent ne peut acheter, la présence, être là, se réveiller, écouter, tenir dans ses bras, répéter. Et lui, qui avait passé sa vie à fuir ses engagements, avait désormais un lien que ni un message vague ni un changement de numéro ne pouvaient les briser. 6 mois plus tard, Raphaël prit une décision qui stupéfia ses associés, ses avocats et toute la rubrique mondaine qui commentait sans cesse sa vie. Il réduisit sa participation dans l'entreprise. Il ne démissionna pas, mais prit du recul. Il commença à travailler moins d'heures. Il quitta son appartement en triplex pour une maison avec jardin dans un quartier verdoyant, car, selon Donna Teresa, les enfants ont besoin d'espace pour ramper. Il engagea une nounou, mais insista pour donner lui-même le bain aux enfants tous les soirs, avec le même sérieux qu'il mettait auparavant à analyser les états financiers. Un dimanche matin, en prenant son café dans la nouvelle cuisine, une cuisine qu'il avait aménagée en pensant à combien Camila aurait aimé y cuisiner, il réalisa qu'il ne ressentait plus ce vide lancinant qu'il avait auparavant pris pour de l'ambition. Il ne l'avait pas comblé par le succès, ni par l'argent, ni par les accomplissements. Il l'avait comblé par un petit garçon de 6 mois qui, à cet instant précis, essayait de mettre son pied dans sa bouche et pensait que c'était la chose la plus extraordinaire au monde. Raphaël commença à se recueillir sur la tombe de Camila une fois par mois. Il y apportait des fleurs, simples, comme celles qu'elle achetait. Il restait silencieux. Il ne priait pas, car il n'avait jamais su prier correctement. Mais il lui parlait doucement, comme si elle pouvait l'entendre. Il lui racontait l'histoire de Miguel, de sa première dent, de la première fois où il avait prononcé un mot, de la façon dont Doña Teresa avait ri aux larmes lorsque le garçon lui avait arraché ses lunettes et s'était enfui avec. Lors d'une de ses visites, debout devant la simple pierre tombale, le visage fouetté par le vent froid de juillet, Raphaël prononça enfin les mots qu'il n'avait jamais prononcés de son vivant. « Pardonne-moi, non pas d'être parti, mais de ne pas être resté. Tu méritais quelqu'un qui serait resté, je serais celui-là pour notre fils. » Il ignorait si elle l'avait entendu. Mais lorsqu'il retourna à la voiture et regarda dans le rétroviseur, Miguel était sur la banquette arrière, le regardant de ses yeux sombres et calmes, ses yeux et souriant. Un sourire sincère, sans raison, sans motif, comme seuls les enfants savent en donner. Un sourire qui ne demandait rien, qui n'exigeait rien. Qui existait simplement, pur comme la lumière du matin qui entre par une fenêtre oubliée. Et Raphaël, pour la première fois depuis de nombreuses années, lui rendit son sourire, pas le sourire qu'elle arborait en réunion, pas celui qu'elle s'entraînait à poser pour les photos, mais un vrai sourire, celui qui vient du plus profond de soi,
celui qui fait un peu mal car il doit traverser des couches de vieilles blessures pour éclore. Ce soir-là, il déposa Miguel dans le berceau, le recouvrit de la même couverture bleu clair que Donna Teresa lui avait apportée, déjà usée, déjà décolorée, mais qu'il refusait de remplacer, et resta là, à regarder son fils dormir. Le monde extérieur continuait de tourner. Les marchés fluctuaient, les immeubles aux façades miroitantes reflétaient le soleil du matin et s'estompèrent le soir venu. Les gens continuaient de courir, d'acheter, de rivaliser, de fuir. Mais là, dans cette pièce, dans ce silence, quelque chose avait enfin cessé de fuir. Raphaël appuya son front contre la barrière du berceau et ferma les yeux. Et pour la première fois, se reposer ne semblait pas être une perte de temps. Cela semblait être le début de tout,